Lui, c'est Robin Söderling, l'homme qui a battu Nadal et Federer à Roland-Garros, mais qui 2 ans plus tard a disparu. C'est l'une des histoires les plus mystérieuses, les plus brutales, les plus bouleversantes du tennis moderne. Le 31 mai 2009, Robin Söderling entre dans la légende et devient le premier joueur de l'histoire à battre Rafael Nadal à Roland-Garros. Un match impossible, un exploit qu'aucun champion, ni Federer, ni Djokovic, ni aucun autre n'avait réussi à accomplir jusque-là. Ce jour-là, Söderling a fait tomber un dieu. 1 an plus tard, il revient et il bat Federer. Il joue 2 finales consécutives à Paris et entre dans le top 5. Il semble enfin prêt à tout conquérir. Mais ça, c'est que la première partie de l'histoire, la face positive. Parce que derrière ce coup de tonnerre se cache un destin à la finalité cruelle. Parce que sans prévenir, il disparaît. Maladie, dépression et silence. Et c'est ça qu'on va raconter aujourd'hui. Pas seulement une victoire, mais une trajectoire. Un sommet et une disparition. Parce que l'histoire de Söderling n'est pas celle d'un simple outsider, c'est celle d'un homme qui a osé l'impossible, et qui, au moment où il pouvait rêver plus haut, s'est effondré. Robin Söderling traînait la pression de marcher sur les traces de ses prédécesseurs suédois avec Borg, Wilander et Edberg, mais a fini par disparaître dans l'anonymat. Parce qu'au-delà de la déception de ne pas avoir remporté de titre du Grand Chelem, Söderling a traîné la réputation du Suédois froid, pas sympa et briseur de rêve. Et vous allez voir, cette histoire c'est pas juste un match, c'est une faille dans le temps, un chapitre suspendu, un SI que le tennis n'a jamais vraiment refermé. Avant 2009, Robin Söderling, c'est un joueur dangereux, mais battable. C'est pas un cador, il fait pas jeu égal avec les tout meilleurs. Mais on préfère quand même l'éviter dans un tableau. Classé entre la 30e et la 40e place mondiale, il est là, mais jamais vraiment menaçant dans les moments qui comptent. Il a jamais dépassé le 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem. Avant 2009, il a remporté 3 titres, 3 ATP 250, et il a battu 2 top 5, 2 fois Davydenko, à Monte-Carlo et à Marseille. Donc il a jamais vraiment battu un gros joueur dans un contexte majeur. Il a un jeu explosif, oui, mais il semble inabouti pour l'instant. Son style, c'est l'archétype du frappeur scandinave. Un gros service, un coup droit qui claque, un revers à plat tranchant, mais ce jeu offensif repose sur un fil. Si les sensations sont là, il peut éteindre n'importe qui. Mais s'il doute, s'il déraille, alors il implose. Et ça, tout le monde le sait. À cette époque, son mental, c'est pas son point fort. C'est une vitre teintée. On sait pas ce qu'il pense, mais on sent que ça peut casser très vite. Les médias le connaissent à peine, et le public a du mal à l'identifier. Et sur le circuit, même s'il commence à se forger une réputation de puncher, il est pas pris au sérieux dans les grandes échéances. Trop inconstant, trop nerveux. Il a du feu dans les bras, mais de la brume dans la tête. Et même son entraîneur de l'époque, Magnus Norman, admettra plus tard que Söderling était encore en pleine construction. Il lui manque des repères, des victoires fondatrices, des références. Il est perçu comme un joueur de premier plan dans les ATP 250, mais devient invisible dès que la lumière des grands chelems s'allume. C'est pour ça que quand il arrive à Roland-Garros en 2009, personne ne l'attend. D'autant plus qu'il a affronté Rafael Nadal juste avant, à Rome, et il s'est incliné 6-1, 6-0. Donc on le sait, Söderling ne fera pas partie des gros poissons à Roland-Garros, c'est impossible. Rafael Nadal en 2009 est ultra favori pour Roland-Garros. Depuis 2005, il n'a laissé personne le soin de soulever le trophée. 4 titres consécutifs. À Paris, c'est simple, il n'a jamais perdu. Et cette année-là, il débarque porte d'Auteuil auréolé d'un statut presque mythologique. Parce qu'en janvier, il a remporté l'Open d'Australie pour la première fois dans une finale monumentale contre Federer. Puis sur terre, il a enchaîné des victoires à Monte-Carlo, à Barcelone et à Rome. Seule la finale de Madrid, disputée en altitude sur une terre rapide quasi indoor, a vu Federer le dominer. Le Nadal de 2009, c'est simple, c'est un monstre d'intensité physique, de rigueur tactique et de force mentale. Il couvre le terrain mieux que quiconque, il dicte le tempo, il impose un schéma de jeu auquel personne ne trouve de solution, son lift est dévastateur, ses passings impitoyables et son mental infranchissable. Face à lui, les adversaires ne jouent pas un match, ils tentent de survivre. Et le nom de Nadal inscrit dans un tableau suffit à décourager la moitié des joueurs dans l'espoir de gagner. Et à Roland-Garros, ce phénomène est multiplié par 10. À l'entrée de ce tournoi de Roland-Garros 2009, c'est simple, il n'y a pas de débat. Nadal ne participe pas à Roland-Garros, la coupe lui tend déjà les bras. En 2009, Rafael Nadal aborde Roland-Garros comme d'habitude, en patron. Aucun signe extérieur ne trahit une faille. Sur le court, il déroule. Il écarte un qualifié, puis le russe Gabashvili en perdant 7 jeux, puis letton Hewitt en perdant 5 jeux. On est sur les bases de l'an dernier où il a fracassé tout le monde. Les gestes sont les mêmes, l'intensité est là, la routine parfaitement huilée. Mais c'est justement ça le piège. La façade est intacte, pourtant,
en coulisses, quelque chose déraille. Quelque chose de plus profond, de plus intime. À ce moment-là, personne ne le sait, mais Nadal traverse une période très difficile sur le plan personnel. Ses parents sont en plein divorce et ce bouleversement familial le touche profondément. Lui qui a grandi avec un équilibre parental qui l'a énormément aidé. Et pour un joueur comme lui, dont toute la force mentale repose sur une stabilité émotionnelle, sur un entourage soudé, ce type d'épreuve pèse très lourd. D'ailleurs, il dira plus tard que ça a été l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il était très affecté et fragilisé intérieurement, même s'il ne le montrait pas. À ça s'ajoute un autre facteur, plus discret encore, sa santé ce jour-là. Plusieurs témoignages, dont celui de Tsonga, confirment que Nadal n'était pas dans un état physique optimal. Pas blessé, pas diminué au point de déclarer forfait, mais pas au sommet non plus. Il était malade, fatigué et diminué physiquement. Ce genre de trouble diffus qui se voit pas, mais qui dans un sport aussi exigeant que le tennis, peut largement suffire à changer la dynamique d'un match. Et face à un joueur comme Soderling qui l'attendait en huitième de finale et qui était prêt à envoyer des gros coups, cette baisse d'énergie mentale et physique, aussi minime soit-elle, pouvait se payer cash. Résultat des courses, le Nadal de 2009 sur terre battue reste monstrueux. Contre Soderling, Nadal mène 3-0 dans les confrontations, mais ce jour-là, sans que le public le voie, sans que la presse ne le devine, il n'était pas invulnérable. Et parfois, il suffit que d'un souffle pour qu'un empire vacille. Ce dimanche 31 mai 2009, sur le cours Philippe Chatrier, personne ne se doute que l'histoire du tennis est sur le point de basculer. Le central est plein, l'ambiance est détendue, mais presque trop calme. Les spectateurs s'attendent à une démonstration, une formalité en 3-7. Le Suédois n'a rien d'un conquérant aux yeux du public, il n'a pas la dégaine d'un champion qui peut faire tomber le roi. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Car sur le court, l'atmosphère va changer très vite. Dès les premiers jeux, ça se passe pas comme prévu. Soderling n'attend pas, il attaque. Il rentre dans le terrain et frappe fort. Très très fort. Il prend la balle tôt et prive Nadal de sa ressource indispensable pour régner sur terre battue, le temps. Robin agresse constamment et refuse de reculer. Et Nadal, face à cette tempête de brutalité, n'a aucun contrôle. Il est sous pression, donc il rate des coups et commet des fautes inhabituelles. Il regarde son clan, il est frustré, il n'est pas dans son schéma classique et ça le déstabilise. Dans les tribunes, les regards changent et on commence à se poser des questions. On se pose des questions parce qu'après 35 minutes de jeu, Soderling remporte le premier set 6-2. On a une démonstration sur le court, sauf que l'élève, c'est Rafa. Son lift si haut, si efficace d'habitude, ne gêne pas Soderling. Au contraire, il lui donne de la hauteur, de la matière. Et le Suédois transforme cette matière en missile. Il agresse côté coup droit, et côté revers, il se contente de verrouiller. Nadal se bat pour rallonger les échanges, mais Soderling, il tombe pas dans le panneau. Et il coupe court à la discussion. Donc on commence à se dire, et s'il le faisait ? Et si le mal-aimé du circuit, celui qui n'a rien à perdre et une revanche de Rome à prendre, faisait tomber Rafa? Parce qu'en 31 matchs disputés à Roland-Garros, prendre un 6-2 dans la tronche, Nadal n'a subi ça qu'une fois. C'était en 2006, en finale contre Federer, où il avait même pris 6-1 avant de retourner le match. Donc petit tremblement de terre, mais on part dans le deuxième set et Nadal commence à montrer plus de répondants. Il resserre, il ajuste et il répond à la tempête avec méthode. Il rallonge ses frappes, recule d'1 mètre pour avoir un peu plus de temps, et il commence à faire gicler son coup droit. Les échanges s'équilibrent, mais Soderling continue de frapper fort. Nadal bouge mieux, anticipe mieux, il varie les trajectoires, change de rythme, tente des amortis, donc il rentre enfin dans le match avec l'intelligence tactique qu'on lui connaît. Et là on se dit que l'ordre naturel va reprendre ses droits. Mais ce jour-là, c'est pas si simple, car si Nadal hausse son niveau, Soderling ne baisse pas le sien. Il continue à raccourcir les échanges, il refuse les longues diagonales. En fait, Soderling a un plan, c'est taper fort et finir vite. Et c'est monstrueux parce qu'il rate pas beaucoup. Même quand il perd les points, même quand Nadal semble le repousser, il ne flanche pas. Le set avance comme un bras de fer et aucun break. Nadal arrache donc un tie-break. Un tie-break pour revenir. Un tie-break pour éteindre le bourrin suédois et calmer tout le monde. Et dans les moments importants, on le sait, Nadal retrouve son jeu et sa maîtrise. Il se détache très vite et le remporte 7-2. Plus tranchant et précis que Soderling. Il égalise à une manche partout, mais étonnamment, Soderling ne s'effondre pas du tout. Il change rien et ne montre aucune frustration. Il retourne tranquillement à sa chaise et reste impassible. Parce que dans ce tie-break qu'il perd, il n'a pas lâché une once de son propre jeu. C'est là en réalité que se joue la bascule invisible du match. Parce que Nadal, dans sa tête, pense peut-être qu'il a repris le contrôle et qu'il a éteint l'incendie. Mais en face, Soderling ne considère pas qu'il a échoué. Il considère qu'il a maintenu sa ligne, qu'il peut continuer à frapper et qu'au 3e set, ça fera la différence. Et c'est souvent dans le 3e set que la vérité d'un match se révèle. C'est là que le mental commence à faire la différence. Donc tout le monde s'attend à ce que Robin Soderling explose, pourtant c'est loin d'être le cas. Le 3e set commence et Soderling
joue toujours de la même façon. Même relâchement, même précision, même intensité. Il frappe comme si le score n'avait aucune importance. Et c'est ça chez lui qui est le plus déstabilisant. On sent pas chez lui l'euphorie du type qui se surprend à mener contre Nadal. Il n'y a pas de regard vers le clan, pas de nervosité, c'est droit, c'est froid, c'est chirurgical. Et en face, Nadal sent que le match commence à lui échapper, et sans qu'il comprenne pourquoi. Alors il monte plus souvent au filet, il tente d'écourter les échanges, il joue plus à plat, il cherche à changer le tempo, mais rien ne fonctionne. Soderling a réponse à tout et prend le dessus. Il joue à un niveau que personne ne soupçonnait et sans le moindre signe de panique. C'est énorme. Et c'est là que l'exploit prend une autre dimension. C'est pas un hold-up, pas du tout. C'est un plan exécuté avec une rigueur clinique. Tactiquement, le plan est juste, mais dans l'exécution, c'est une perfection. Et c'est la première fois qu'on voit de tels signes de frustration chez Nadal. Et c'est normal, c'est la première fois qu'un adversaire fait exactement ce qu'il faut faire pour le battre. Et il le fait très très bien. Soderling réalise le break et remporte la troisième manche 6-4. Nadal est mené 2-7 à 1 à Roland-Garros. C'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois qu'il est à 1-7 de la défaite à Paris. Et là, plus personne se dit que c'est une anomalie. Non, Nadal est mené et il ne trouve pas de solution. Le quatrième set débute et Nadal doit accélérer. Nadal doit trouver une solution pour remporter les 2 sets suivants. Conscient du précipice, Rafa entre dans le set comme un fauve blessé. Il serre le poing, il s'encourage plus que jamais et se jette dans chaque échange avec la rage de celui qui ne veut pas devenir mortel. Il se bat corps et âme, mais Soderling, impressionnant de sang-froid, ne vacille pas. Et c'est ça la vraie anomalie, sa constance, son insolence et son calme. Le Suédois joue comme s'il ne réalisait pas où il était, comme s'il était à un match d'entraînement avec comme consigne « frapper le plus fort ». Le set est accroché, pas de break, les jeux défilent, Nadal sauve des balles de break, Soderling tient ses mises en jeu avec des aces et des coups droits violents, chaque point est un combat, et puis arrive le tie-break. Et là, Robin est possédé. Il est là pour finir le travail et il sort des missiles. Il ne recule pas, il frappe et il fait mouche. Menant 2-1, Soderling enchaîne les points jusqu'à 6-1. Ça y est. Et il est même porté par un public parisien qui crie Robin. Un public qui a envie de voir enfin un autre vainqueur que l'Espagnol. 6-2 Soderling et un dernier point conclu par une volée manquée par Rafa. Le central explose. Le Suédois exulte car l'invincible Rafa vient de tomber. La poignée de main est glaciale et Rafael Nadal vient de vivre sa première défaite à Roland-Garros. Ce jour-là, c'est un choc qui a dépassé le tennis. C'est une faille dans l'histoire. J'aimerais quand même attirer votre attention sur l'exploit que représente ce match et la performance XXL de Robin Soderling ce jour-là. Parce que je pense globalement que c'est un joueur qui a été peu apprécié, moi j'ai pas trop accroché, mais là il faut vraiment se détacher de ce qu'on pense du joueur pour se rendre compte de ce qu'il a produit sur le court tennistiquement. Il faut se rendre compte de la force mentale dont il a fait preuve pour venir à bout de Rafa. Faire abstraction que c'est Nadal en face et ne jamais faiblir, c'est du délire. Et la performance physique est dingue parce que le schéma tactique a été respecté à la lettre, avec l'intelligence de privilégier une filière courte, entre 3 et 5 coups maximum. Donc ce jour-là, Robin Soderling est entré dans l'histoire du tennis en un match. Il a été le premier à battre à Roland-Garros le plus grand joueur de l'histoire sur terre battue. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a eu que 2 autres joueurs qui ont réussi à le battre, Djokovic 2 fois et Zverev 1 fois. Donc même si Soderling c'est pas le joueur qu'on va retenir dans la décennie 2000 ou 2010, quoi qu'il arrive, avec ce match, Soderling a marqué son empreinte à vie à Roland-Garros. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte des histoires de joueurs et de joueuses qui ont marqué leur époque, comme en ce moment. Donc si ce contenu vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche qui vous permet d'être au courant de chaque nouvelle vidéo qui sort. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a lancé une campagne de financement participatif. Donc si tu veux soutenir le projet à la hauteur de tes moyens et soutenir ma 2e année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Ceux qui pensaient que la victoire de Soderling contre Nadal en 2009 n'était qu'un coup d'éclat ont rapidement dû changer d'avis. Car non seulement Soderling s'est pas écroulé au tour suivant et a poursuivi jusqu'en finale, en dominant Davydenko puis Fernando González en 5-7 dans une demi-finale mémorable, donc il a pas volé sa place, il a pas profité d'un trou dans le tableau, il a battu les meilleurs, il s'est hissé en finale, et même s'il s'incline contre Federer en 3-7, Federer qui était en mission avec la chance de sa vie pour gagner le tournoi sans affronter Rafa, Soderling a marqué Roland-Garros de son empreinte. Mais ça, c'était que le début. Un an plus tard, en 2010, le Suédois revient à Paris et il va encore plus loin dans la démonstration. Cette fois, il affronte Roger Federer en quart de finale. Federer, le tenant du titre. Mais ce jour-là, Soderling ne tremble pas.
comme contre Nadal l'an dernier, il envoie des pruneaux dans tous les sens et il le bat en 4-7 avec autorité. Il devient alors le premier joueur à avoir battu Nadal et Federer à Roland-Garros. Rien que ça. Mais cette victoire, en vérité, c'est qu'une demi-surprise. Parce qu'à partir du moment où tu bats Rafael Nadal à Roland-Garros, dans l'absolu, tu peux battre tout le monde. Donc Soderling qui performe et qui bat les meilleurs, c'est plus une surprise, c'est presque une normalité. Il a réussi à transformer son exploit de 2009 en réalité tangible. Et malgré son jeu ultra agressif, il est devenu une référence sur terre battue. Soderling bat Berdych en demi-finale en 5-7 et retrouve un certain Rafael Nadal en finale. Le scénario est parfait. Le roi de la terre battue retrouve son bourreau de l'année dernière. Robin Soderling a l'occasion de frapper un très grand coup et de gagner Roland-Garros en battant Nadal en finale et de le battre une deuxième fois. Mais cette fois, l'Espagnol est redevenu l'ogre. Il est revenu pour reconquérir son trône. Et il ne laisse rien passer. 6-4, 6-2, 6-4. Une leçon, une démonstration. Comme si Nadal voulait symboliquement effacer 2009, rétablir l'ordre et remettre Soderling à sa place. Mais même dans la défaite, Soderling semble renforcé. Il vient de faire 2 finales d'affilée à Roland-Garros. Il entre dans le top 5 et son jeu s'est affiné. Son mental s'est renforcé. Donc il a pu retranscrire cet état de grâce sur dur. Et là, tout le monde s'est posé la question. Est-ce que Soderling finirait pas par gagner un grand chelem? Fin 2010, après un quart de finale à l'US Open, Robin Soderling s'appuie sur la confiance qu'il a accumulée jusque-là et il remporte le plus gros titre de sa carrière à Bercy en battant Roddick en quart de finale, Llodra en demi-finale en sauvant 3 balles de match et Gaël Monfils en finale. Ce titre, c'est l'aboutissement de sa carrière et de son mérite avec un jeu dévastateur qui trouve tout son sens sur surface rapide quand les planètes sont alignées. Et alors qu'en 2011, il remporte 4 titres, dont Rotterdam, ATP 500, le destin va lui réserver un avenir bien plus sombre qu'on l'imaginait pour lui. On est en 2011 et Robin Soderling a changé de dimension. Il est top 5, donc c'est un cador. Il a battu Nadal à Roland-Garros en 2009, il a battu Federer à Roland-Garros en 2010, donc en 2011, il doit enfoncer le clou et limite gagner un grand chelem en fait. La saison suit une continuité logique avec Soderling qui remporte Brisbane en janvier, puis enchaîne avec un titre à Marseille. Il est en confiance, solide et prêt à viser encore plus haut. En juillet, il remporte le tournoi de Bastad chez lui en Suède. C'est son 10e titre ATP, une victoire à domicile qui résonne comme une consécration nationale, un couronnement personnel. Il est dans le top 5, il est à sa place, mais malheureusement, ce sera le dernier titre de sa carrière. Et pire que ça, le dernier tournoi disputé. Alors pour les explications, Soderling s'apprêtait à jouer la saison américaine avec en ligne de mire l'US Open pour peut-être cette fois franchir le dernier palier, mais juste après ce tournoi remporté en Suède, tout bascule. Pas brutalement, mais de manière insidieuse. Il ressent une fatigue étrange, une lassitude profonde et anormale. Il pense d'abord à une grippe, à un coup de mou, donc rien d'alarmant, mais les symptômes persistent et les résultats médicaux tombent. Mononucléose, la maladie redoutée par les sportifs de haut niveau. Un virus qui ne détruit pas, mais qui vide, qui épuise et qui rend chaque entraînement impossible, chaque déplacement épuisant. C'est une maladie sans blessure visible, mais au pouvoir destructeur. Soderling tente de revenir, il essaye de s'entraîner, de retrouver le rythme, mais rien ne fonctionne. Son corps ne suit plus et la machine est cassée de l'intérieur. Il passe de semaines d'arrêt à des mois d'absence, puis à des saisons entières. Et peu à peu, sans qu'on s'en rende compte, Soderling finit par disparaître complètement. Il fait pas d'annonce, il fait pas ses adieux, et le plus cruel dans l'histoire, c'est que son départ ne ressemble pas à une chute spectaculaire. Il a juste disparu lentement, et sans aucun bruit. Un jour, il remporte un tournoi devant son public, et quelques semaines plus tard, mononucléose et une fatigue qui ne part pas. Et là, c'est plus seulement le physique qui lâche, c'est le mental aussi. L'homme fort, le guerrier du central, celui qui avait fait plier Nadal et Federer, sombre peu à peu. Il passe de l'adrénaline des grands cours à la lenteur des rendez-vous médicaux. Et cette transition-là, cette lenteur dans le déclin, elle est peut-être encore plus violente que n'importe quelle chute brutale. Parce qu'il n'y a pas eu de fin claire, pas de ligne d'arrivée, juste une érosion continue. Et ce vide, Soderling le ressent de l'intérieur. Lui qui a 26 ans touché du doigt le sommet, se retrouve vidé, éteint, comme si le sport qu'il avait défié l'avait finalement rattrapé. Mais c'est en 2020 que Robin Soderling décide de briser le silence. Ce qu'il révèle dépasse le cadre du sport. Effectivement, c'était pas une blessure classique, c'était une douleur intérieure, une dépression sévère. Il parle d'angoisse, de crise de panique et d'incapacité à sortir de chez lui. Il parle de journées entières passées allongées, incapable de jouer. Il parle même de pensées suicidaires, de cette sensation de vide, d'étouffement, de perte totale de contrôle. Et soudain, l'image du joueur dur, froid, s'effondre. Derrière la carapace, il y avait un homme qui souffrait en silence. Soderling explique qu'il ne supportait plus la pression constante du circuit. Les obligations, les attentes, la solitude dans les chambres d'hôtel,
le poids de la performance. Il dit qu'il a tenu tant qu'il a pu, mais qu'un jour, il a senti que s'il continuait, il allait sombrer. Ce témoignage bouleverse. Soderling a mis des mots sur une réalité trop souvent tue, celle de la santé mentale dans le sport de haut niveau. Et Soderling, c'est pas le seul à avoir traversé ça, mais il est l'un des rares à en avoir parlé aussi frontalement. Et ce qu'il dit là, ce qu'il raconte, donne à son histoire une autre dimension. C'est plus juste l'histoire du joueur qui a battu Nadal à Roland-Garros. C'est l'histoire d'un homme qui a lutté pour rester debout, pour survivre à son propre rêve. Et c'est là que la question revient. Et si Soderling avait continué ? S'il n'avait pas été malade, s'il avait pu disputer 2012, 2013, 2014 au top, des années où Federer ralentissait, où Nadal accumulait les blessures, où Djokovic commençait à exploser mais restait vulnérable sur certains tournois, que serait devenu Robin Soderling dans cet espace entrouvert? Le Suédois montait en puissance et progressait partout, il était plus complet, plus solide, meilleur dans la gestion des matchs, dans l'autorité tactique, donc tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un exploit isolé. Il avait trouvé sa place dans le gratin mondial, il était top 5, et il avait ce que peu avait, un joueur capable de gêner les tout meilleurs. Mais la suite, on la connaîtra jamais. Et c'est ça qui rend l'histoire si bouleversante. Alors imaginons une saison où Soderling progresse encore. Personnellement, je pense pas qu'il aurait gagné un grand chelem, mais il aurait été souvent en demi-finale, et encore en finale de quelques majeurs, il aurait eu des occasions. Maintenant, quand on voit l'emprise qu'a eu le Big Four dans les années 2010, Soderling c'était très fort, mais je pense qu'il aurait été une des victimes régulières, comme l'ont été les Berdych, les Ferrer, les Nishikori, les Tsonga. Enfin bon, on le saura jamais, mais c'est précisément cette absence de réponse qui rend cette histoire d'autant plus forte. Même aujourd'hui, plus de 15 ans après les faits, la victoire de Soderling à Roland-Garros contre Nadal reste gravée comme l'un des plus grands chocs que le tennis ait connu. Il a été le premier homme à faire tomber l'Espagnol dans son royaume. Le seul, à l'époque, à avoir osé ce que tant d'autres redoutaient même d'imaginer. Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Battre Nadal à Roland-Garros, c'est battre l'impossible. Et avant Djokovic en 2015, personne d'autre y est arrivé. Même Federer, avec tout son génie, n'y est jamais parvenu. Soderling, lui, l'a fait. Sans avoir un palmarès démentiel, sans être numéro 1 mondial. Il a battu Nadal. Et il a battu Federer aussi, l'année suivante. Deux victoires qui en disent très long sur le niveau qu'il a atteint à son sommet. Et ce qu'il a accompli, personne ne pourra jamais lui enlever. Mais ce qui rend cette histoire aussi forte, aussi douloureuse, c'est la suite. En l'occurrence, ce qui n'a pas eu lieu, parce que Soderling n'a pas eu le temps de capitaliser sur ses gros résultats. Il n'a pas eu le luxe de construire un règne. Sa carrière s'est arrêtée alors qu'elle décollait. Une maladie, une mononucléose, une fatigue chronique, puis une impossibilité de revenir. Et ce qui aurait pu devenir un contrepoids au Big Three n'a été qu'une parenthèse, une comète. Un « et si » terrible. Que se serait-il passé s'il avait été épargné? Est-ce qu'il aurait gagné un grand chelem? Aurait-il empêché certains titres, cette dictature? Aurait-il été ce quatrième homme, ce grain de sable capable de déséquilibrer l'ordre établi? On le saura jamais, mais la seule chose certaine, c'est que son niveau de jeu en 2009 et en 2010 était suffisant pour croire à tout. À une victoire à New York, à une surprise à Melbourne, à une percée à Londres, mais le destin en a décidé autrement. Au-delà du tennis, il y a un homme, et c'est là que Soderling a changé la donne. Une décennie plus tard, il a eu le courage de briser le silence et de raconter sa descente aux enfers. Et soudain, on comprend que ce qu'il a vécu dépasse largement le sport. C'est un témoignage bouleversant, brutal, mais nécessaire. Il met des mots sur ce que tant de joueurs vivent en silence, la pression, l'isolement, l'angoisse. Et il devient à sa manière une voix. Une alerte, une main tendue. Son courage aujourd'hui ne se mesure plus à ses coups droits gagnants. Il se mesure à ce qu'il a osé dire et à ce qu'il continue de transmettre en tant qu'entraîneur, consultant, figure du tennis suédois. Il n'a peut-être pas eu la carrière qu'il méritait, mais il a eu l'impact qu'il ne soupçonnait même pas. Robin Soderling n'a pas gagné de grand chelem, il ne sera pas dans la discussion des GOAT, mais il restera à jamais celui qui a fait tomber l'invincible. Celui qui, un jour, à Roland-Garros, a écrit une page que personne ne pourra effacer. Et c'est pour ça que son histoire mérite d'être racontée, encore et encore. Parce qu'elle parle de l'exploit, à Paris, mais aussi de la fragilité d'un joueur, d'un homme. Parce qu'elle célèbre la performance de très haut niveau, mais elle rappelle aussi l'humain. Et c'est peut-être ça, au fond, qui fait les légendes. Maintenant, dites-moi vous, où est-ce que vous classez la victoire de Soderling contre Nadal à Roland-Garros? Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Quels souvenirs vous en avez? Dites-le nous en commentaire, on lit tout et on poursuit le débat. Et si vous voulez maintenant découvrir l'histoire de Rafael Nadal dans les moindres détails, cette vidéo juste là sera faite pour vous. Ciao!